Salut Damir. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore, nous dire d'où tu viens, quel est ton parcours, ton métier, ce que tu fais dans la vie en fait tout simplement. Moi, je suis né dans un pays qui n'existe plus. Ah oui, tu es né dans un pays qui n'existe Je plus. suis dans un pays, aujourd'hui un pays de l'Union européenne, et je suis venu à l'âge de 2 ans à Cannes, sur la Côte d'Azur, Donc tout jeune, oui. tout jeune. Et donc, évidemment, je gardais les liens familiaux avec ce qui est aujourd'hui donc l'ex-Yougoslavie et notamment la côte dalmate. Donc, je suis né en Croatie. J'ai commencé à jouer aux échecs très tard. Bien sûr, comme tout bon petit Yougo, on apprend la marche des pièces à la maison. À l'âge de 4 ans, papa m'expliquait. Mais c'est très tardivement, après les Jeux Olympiques d'échecs de Nice en 1974, et la médiatisation qui a lieu autour, cela m'a donné envie. Je voyais des noms en Hitch terminer médaille d'argent derrière les intouchables soviétiques. Alors évidemment, moi je me suis dit, tiens, moi aussi j'ai un nom qui se finit par Hitch. Et effectivement, les stars de l'époque, du Bolevich et les autres m'ont marqué. Et c'est très tardivement que je me suis mis à étudier la théorie, à m'inscrire au club de Cannes, qui était très très petit. Très petit à l'époque, Très on petit. revient là-dessus. Voilà. Et puis alors, un an après, en 1976, je suis inconnu, mais au championnat de France de la Grande Motte, je termine vice-champion de France cadet, derrière Daniel Ross. Et puis après, je suis passé junior, et je suis vice-champion de France junior. Et alors, coup de théâtre, en 78, je joue depuis 3 ans et je suis vice-champion de France, toute catégorie derrière Nicolas Giffard. Seulement 3 ans. En seulement 3 ans, je remporte l'Open international de Metz devant des titrés. Et puis, bon, et ainsi de suite. Puis après, j'ai été champion de France universitaire, voilà. Et en 89, je suis devenu maître international, sachant que la compétition n'était pas ma seule motivation, mon seul dada, car très tôt, en fait, dès que je suis en première année de fac à l'université de Nice, je crée l'école d'échecs de Cannes, à la Maison des Jeunes et de la Culture. Et je suis donc jeune dirigeant et jeune entraîneur en même temps. D'accord. Et du coup, quand tu me dis ça, on voit bien que tu avais des capacités assez hors normes, puisque seulement en 3 ans, tu battais donc des gens déjà très forts, qui devaient jouer aux échecs depuis plusieurs années, bien plus que toi. Pourquoi avoir, entre guillemets, renoncé à une grande carrière et s'être tourné vers la pédagogie, vers l'apprentissage? Eh bien, c'est une bonne question. En fait, je me dis qu'en 3 ans, je réussis quelque chose d'exceptionnel. Et je me suis toujours dit, mais si j'avais commencé à l'âge de 6 ans, à 7 ans, je pourrais devenir champion du monde. Et c'était sans limite. Et alors là, je me suis dit, eh bien, il faut compenser. Il faut ouvrir mon savoir modeste, mes compétences modestes, mais au plus grand nombre, et à faire entrer le jeu d'échecs dans les écoles à Cannes. Et créer l'école d'échecs à la Maison des Jeunes. Et évidemment, cette école d'échecs est devenue numéro 1 en France après, avec le parcours que l'on connaît. Mais au début, c'est parti de rien et d'une volonté du jeune étudiant, en fait, à faire déjà de la formation que je n'ai pas eue lorsque j'ai eu l'âge de l'école primaire. Tu étais totalement autodidacte? Tu as appris à jouer aux échecs entre guillemets seul ou tu avais quand même plusieurs entraîneurs? J'ai eu un entraîneur. J'ai J'ai eu des gens autour de moi qui m'ont dit de participer au tournoi de Pégomas, dans les tournois locaux. J'ai eu un entraîneur qui m'a amené jusqu'à un niveau de respectable, Thorsten Pitra. Tu as appris les bases, voilà. Oui, ou même la théorie. J'ai travaillé sur les parties de Bobby Fischer. Et puis, je crois qu'en 78, le déclic, c'était On va revenir sur Bobby Fischer. Oui, les parties de Mischa Botvinnik qui m'ont marqué. Et bien sûr, Karpov. Donc voici la première position une position d'étude qu'a obtenue Karpov dans une partie. Donc, quelle est votre idée? Quel coup joueriez-vous? Tu nous as dit que tu étais maître international? En 89.
Ça signifie quoi en fait, maître international, pour les gens qui ne connaissent pas Bon, qui nous regardent? maître international, il faut avoir 2400 Elo, il faut réaliser 3 normes de maître international, c'est-à-dire 3 pourcentages dans les tournois de fort niveau. Hein. Voilà, et c'était plus difficile avant qu'aujourd'hui, car évidemment, il y avait moins de titrés, moins de forts classements Elo, et puis il n'y avait pas les bases de données, l'informatique. On se déplaçait dans les tournois avec 20 kilos d'encyclopédies, d'informateurs, de fiches et de cahiers. Et on ne connaissait rien, ou seulement sur des rumeurs, du répertoire de notre adversaire. Aujourd'hui, en un seul clic, on comprend le style et on regarde les parties de n'importe quel joueur. À partir même de 1600 Elo, donc la préparation aujourd'hui est devenue plus facile. Ça m'intéresserait de savoir comment un joueur d'échecs, par exemple dans un tournoi comme celui d'Avoine, se prépare avant une partie, puisque tu parles donc d'un site qui répertorie des bases de données sur tous les joueurs finalement, à partir de 1600 Elo à peu près. Oui. Il donne quoi ce site Eh bien, cette comment on se prépare? chess base, et le joueur veut se mettre en confiance, il a besoin de connaître comment son adversaire joue les premiers coups, voir quel est son style. Mais je crois que chez les amateurs, l'important c'est de savoir, je vais jouer E4, est-ce qu'il joue la sicilienne, est-ce qu'il joue E5, est-ce qu'il joue la française. Cela permet aux joueurs de ne pas être surpris, cela permet aussi de réviser son propre répertoire, et cela permet aussi de déjouer un petit peu la psychologie et de rentrer dans un schéma qui serait incommode pour son adversaire. Mais avant tout, je crois, le maître mot pour les joueurs amateurs, c'est de se mettre en confiance. D'accord, ok. Donc ChessBase permet aux joueurs finalement d'adopter de comprendre le style de son adversaire. Il y a quoi comme style aux échecs? Ah, très bonne question. Donc on est soit terriblement théoricien, c'est-à-dire qu'on connaît les dernières lignes à la mode de ce qui se joue au niveau mondial. On a reçu la partie de Nakamura, de Carlsen, qui s'est disputée hier à Moscou ou à New York. Donc on suit les modes, hein, comme il y a des modes aux échecs, des grands joueurs, on veut les copier, on regarde la théorie, on met son énergie sur la théorie des ouvertures. Donc ça, c'est un style qui demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. In round one of the Altibox Norway Chess Blitz Tournament, it seems only appropriate that the two pre-tournament favorites would be facing off. Et puis, alors après, il y a le style positionnel ou tactique. Ce sont les deux grandes écoles. Il y a des joueurs qui sont plutôt des joueurs de fond de cours. Il y a des joueurs qui jouent des gambis, ça vient de l'italien gambetto, qui veut dire croque en jambe, et qui tendent des pièges et qui jouent actifs, qui sacrifient des pions pour l'initiative, qui sacrifient une pièce comme Michatal et qui jouent pour l'attaque. Il y a des joueurs qui jouent le grand roc et lancent les pions à l'aile roi et vice-versa. Donc il y a des styles et ces styles se voient dans le choix des ouvertures. Donc c'est une erreur de dire style offensif, style défensif? Non, c'est possible, c'est correct. Je crois, après j'ai une petite culture par rapport aux échecs, mais que les soviétiques, par exemple, on prend les soviétiques des années 80-70, avaient plutôt un style défensif. Non, il y a de tout. Il y avait des joueurs, effectivement, on associe à l'école soviétique des échecs, qui est la seule véritable école d'échecs au monde. Ah oui? Il n'y a pas d'autres écoles. Tous les autres ont copié. Et ils ont copié avec talent. Et on ne peut pas parler de l'école française. Aujourd'hui, on est une grande nation aux échecs, mais on ne peut pas parler de l'école d'échecs en France. On peut parler d'un style, d'une école d'échecs soviétique qui a donné de l'influence au monde entier. C'est les soviétiques qui influencent le jeu totalement, qui l'ont mis en forme, qui l'ont théorisé et qui l'ont fait d'une façon scientifique, à l'image de Misha Botvinnik, qui a été champion du monde, et puis la littérature échiquienne, même Bobby Fischer, en cachette à l'époque de la guerre froide, achetait les livres en alphabet cyrillique, les livres russes. Il a appris la langue russe, il s'est abonné à Schachmaty 64, etc., pour
comprendre et analyser, évidemment, analyser les études, la façon de réfléchir des grands maîtres soviétiques qui, on le sait très bien, au XXe siècle, ont dominé la planète échec dans le monde. Donc, effectivement, c'est un style scientifique. On pense qu'il est plutôt positionnel. Parce on fait référence quand même à les structures de pions, qu'est-ce qui va advenir de telle ouverture, dans quelle finale on va entrer, dans quelle finale de partie. Et donc effectivement, c'est pas un style démagogique, c'est pas un style poker, je perds, je gagne, c'est un style sérieux. Alors il s'apparente effectivement à un style prudent ou défensif. Cependant, il y avait des grandes stars soviétiques comme Mikhail Tal et d'autres évidemment qui étaient des joueurs complètement tactiques dans la jeune génération. C'est par exemple Shirov aujourd'hui il envoie une pièce. Bon, mais Garry Kasparov a un style différent de celui de Karpov. On reviendra sur Kasparov tout à l'heure. On va se recentrer plus au niveau national et sur l'Open. Donc là, on va reprendre plus l'aspect pédagogique, entraîneur que tu possèdes. Qu'est-ce que tu penses que l'Open international d'Avoine apporte aux échecs? Le tournoi d'Avoine est un must sur l'échiquier national. 32 ans, c'est exceptionnel. On n'a pas tous les jours 32 cases, 32 pièces sur l'échiquier. Donc c'est une grande fête en 2017 de fêter le 32e anniversaire. Il a une réputation de solidité, de sérieux dans l'organisation, sur un territoire du patrimoine de la France. Il y a une constance, une convivialité, une qualité, on le voit, exceptionnelle des conditions de jeu. Et puis, effectivement, on est dans une France de la ruralité qui est un véritable bonheur. On ne stresse pas. On respire. On respire. On ne va pas perdre du temps pour garer son véhicule et évidemment transpirer et s'énerver. Nous sommes dans une France paisible et cela est recherché par les amateurs. Bien sûr, les professionnels ont toujours été tellement bien reçus à Avoine qu'ils non seulement ils reviennent, mais ils font la promotion sur l'ensemble de la planète. D'accord. Donc en fait, cette durabilité qu'a l'Open d'échecs d'Avoine, elle est exceptionnelle quand on compare aux Open un peu de même envergure en France, ou elle est basique Non, elle est exceptionnelle. À ma connaissance, très peu de tournois en France ont autant de longévité. Bien sûr que le jeu d'échecs se développe considérablement. La France est en train d'exploser sur plusieurs critères d'appréciation, mais une telle longévité, c'est... oui, il faudrait voir, mais c'est assez exceptionnel. Voilà. Et toi, du coup, ça va être quoi ton rôle pendant ces 10 jours de compétition? Alors, mon rôle cette année, il est double, bien sûr. Il est de permettre aux meilleurs espoirs du club d'Avoine, qui ont la chance de jouer un tournoi Open international à la maison. À domicile, ce qui est assez exceptionnel. On ne voyage pas, on ne va pas, donc on joue à la maison, c'est exceptionnel. Donc de leur donner les meilleures chances de réaliser des performances. On sait très bien que les jeunes d'Avoine ont joué sous les couleurs de la ville et de l'agglomération au championnat de France individuel. On a joué par équipe, mais là, on a un événement à la maison en été. Donc, les préparer, les mettre dans les bonnes conditions, les entraîner, analyser les parties sur le grille dès qu'ils ont terminé, les mettre en confiance, les faire progresser. Donc, il y a beaucoup de jeunes et les meilleurs sont inscrits à l'Open. Donc, ils ont fait le bon choix de leur parcours estival. Et puis, cette année, on va faire une petite innovation, car nous célébrons l'année du philosophe, de l'humaniste Rabelais. Oui, Rabelais, oui, évidemment. Et donc, du coup, quelle va être cette innovation? Eh bien, le Rabelais Chess Café sera l'occasion, entre 20h et 21h, pour tout le monde, eh bien, de voir les meilleurs moments de la ronde, les meilleurs extraits. C'est un journal télévisé sur échiquier mural,
où l'on va présenter eh bien, les meilleurs moments échiquiens, les anecdotes, si possible avec de l'humour, avec la générosité, avec la gourmandise qui caractérise Rabelais dans un style un peu particulier et la bonne humeur. J'aimerais revenir aussi sur ton aspect, parce que tu as différentes facettes, c'est pas si facile que ça de te décrire, mais sur ton aspect de commentateur. Alors, je dois vous dire, avant cette partie, je dois vous dire quelques préalables, et qui sont importants parce que le jeu d'échecs, c'est énormément de psychologie. Ce qui, pour les personnes comme moi qui sont extérieures aux échecs, trouvent ça assez impressionnant, puisque du coup, je me suis un peu intéressé à cet aspect-là, et du coup, j'ai interrogé d'autres personnes, et ils trouvent ça vraiment passionnant. Tu as commenté des parties à Prestige, je crois même, entre Karpov et je sais plus qui, enfin tu vas me dire. Comment est-ce qu'on commente une partie d'échecs? Alors évidemment, il faut aimer expliquer, il faut être vivace pour très rapidement, surtout en période de blitz, pouvoir expliquer une partie. Le blitz, c'est quand ça... Lorsqu'il y a par exemple 5 coups à jouer en 30 secondes. Donc là, on est dans une phase qui Version rapide des échecs. Voilà, le Zeitnot, manque de temps, où il faut jouer vite. Il y a des tournois rapides et des tournois blitz. Alors bon, c'est vrai que moi j'ai eu la chance de commenter Karpov-Kasparov, le championnat du monde qui a été organisé en 1990 à Lyon. Facing each other. Garry Kasparov will defend his title again in 1993. Et puis après, j'ai eu l'occasion de commenter beaucoup de grands tournois au niveau mondial. Et récemment, au Cap d'Agde, avec la participation d'Anatoly Karpov. Ben, j'aime bien ça, et c'est vrai que j'en ai fait une spécialité. Il faut aimer commenter, expliquer, en même temps de le vulgariser, hein, parce qu'il y a une explication pédagogique aussi à faire. Je pense même que l'avenir des échecs et de leur promotion passe par des commentaires dans le style d'un commentateur de football brésilien. Con Marcelo, buena la pared de Marcelo, Di María va a poner el centro, ojo que llega Cristiano, gol, 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 gol. Où la communication et en même temps l'explication jouent un grand rôle qui permet d'accéder à la connaissance pour le plus grand nombre. Donc je crois beaucoup au format de ces tournois où les joueurs disposent de 20 à 25 minutes par joueur pour toute la partie, où il y a forcément des fautes, mais qui dit faute dit commentaire plus facile Analyse, à faire, etc. parce que si les joueurs jouent tous comme Carlsen, pendant 5 heures, ça peut être ennuyeux. Il n'y a pas grand-chose à voilà, dire. ouais, il n'y a pas grand-chose, ça c'est super. Парой лидеров, они не сильно оторвались. На полочка, да, Грищук, еще на полочка отстает Аронян и Томашевский, что особенно приятно. Женя вообще имеет шанс пока что. Вот такое изменение структуры. J'aime beaucoup que tu parles de l'aspect vulgarisation d'une partie d'échecs, puisqu'aujourd'hui on voit bien qu'avec Internet, beaucoup de personnes vulgarisent dans le domaine, que ce soit l'histoire, le sport, etc. Donc le fait de vulgariser les échecs leur permet donc de l'ouvrir au plus grand nombre. C'est ce que tu as fait un peu en fait à Cannes, puisque tu l'as développé chez les scolaires. Pourquoi l'avoir fait et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes, le jeu d'échecs? Le jeu d'échecs amène la réflexion avant l'action, l'esprit de synthèse, la planification des idées. Il permet d'aller à l'essentiel. Il permet de mieux se concentrer. Il favorise la mémoire et l'éveil. Et le jeu d'échecs, c'est comme la bicyclette. On l'apprend dans le plus jeune âge. Nous avons l'impression de faire du ludique, mais le cerveau se muscle. Il est important que le cerveau sourie. Et sans s'en rendre compte, le jeune écolier progresse pour toutes les matières. Pas seulement, ce n'est pas réduit seulement aux mathématiques, mais c'est également pour les sciences humaines. C'est bien aussi pour la littérature. C'est bien en fait pour toutes les études, quelles que soient les études. Et j'ajouterais même, c'est très très bien aussi pour un sportif.
la tête et les jambes, c'est considérable. C'est très très bien d'avoir ces notions de stratégie quand on est simplement un joueur de foot. Donc tout cela est utile. Ça permet de travailler de nombreuses compétences qui doivent être mobilisées pendant les années collège et durant toute la scolarité. Je prendrai par exemple des capacités de concentration, des capacités d'anticipation, de logique, de stratégie. Et aujourd'hui, je me réjouis des nouvelles dispositions, des nouvelles orientations de la Fédération française des échecs et de sa nouvelle équipe et du nouveau ministre des Affaires, de l'éducation, j'allais dire des Affaires éducatives, Monsieur Jean-Michel Blanquer, qui est un grand convaincu des vertus formatrices du jeu d'échecs. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une phase très très intéressante. Elle permet donc aux jeunes d'augmenter sa concentration. Oui. Surtout aujourd'hui, on voit bien avec tous les appareils électroniques, etc. On dévie souvent, d'augmenter surtout sa logique, je pense. Est-ce que c'est faux de parler de formules aux échecs qu'on apprend par cœur et qu'on essaie de retranscrire dans une partie où on doit toujours s'adapter un peu à... Enfin, on doit s'adapter à ce que fait notre adversaire, mais est-ce qu'on apprend des formules, des caractéristiques types? Très très bonne question, Antoine. Rabelais a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». C'est-à-dire que si l'on répète comme un perroquet et que l'on veut simplement copier et non créer, alors évidemment l'objectif n'est pas atteint et ça devient réducteur. Il est plus important pour moi d'assister à un jeune qui joue sa propre idée, sa propre créativité, fût-ce-t-elle incorrecte sur le plan scientifique, mais qui a une ligne de jeu et qui dit, en fonction des critères A, B, C, D, j'estime qu'il faut jouer la réplique D, E, F, parce que je considère que, voilà, quand il se fait sa propre opinion et lorsqu'il crée, eh bien, c'est victoire. Le contraire, c'est de copier des parties, et lorsque la mémoire flanche, on est perdu. Donc voilà, le perroquet, ce n'est pas la bonne solution. Et évidemment, voilà. On touche là à un autre aspect des échecs, ça augmente la créativité. Donc, bah oui. Ce qu'on oublie souvent, puisque on a l'image donc d'un jeu mathématique, d'un jeu voilà, où on applique des formules, on doit anticiper les coups, etc. Mais ces 64 cases permettent d'exprimer une certaine créativité. Mais oui, tout à fait. Et c'est là que se fait aussi les différences. Aujourd'hui, je suis impressionné. Dans les plus forts tournois au monde, des innovations sont faites au 6e et au 7e coup. Ce qui veut dire qu'un mètre cube d'encyclopédie et de pensée des grands maîtres soviétiques, je ne dis pas les mettre à la poubelle, mais la théorie des ouvertures, elle évolue et il y a encore sur cet espace fini de 64 cases, 32 blanches et 32 noires, comme la musique, encore un espace de créativité, même dans les ouvertures. Le jeu d'échecs est magique. Infini. Infini, magique. Ce jeu est un puits sans fond. Après seulement 4 coups, il y a plus de 300 milliards de possibilités. C'est une question aussi une question qu'on peut qualifier de classique, mais quand même importante de te la poser, puisque toi, maintenant, ça fait un petit moment que tu es dans les échecs, je pense qu'on peut le dire. Est-ce que les échecs devraient-ils être reconnus comme étant un véritable sport, sachant qu'il n'y a pas de sport physique à proprement parler? C'est une bonne question. La revendication de la Fédération française était de passer du ministère de la Jeunesse et des Sports, Éducation populaire, au ministère des Sports. Mais c'est officiel depuis le 1er janvier 2000. Donc la fédération, le jeu d'échecs en France, au niveau des ministères, est considéré comme un sport. Mais il n'est pas sport délégataire et il n'est pas sport olympique. Donc sport délégataire, c'est encore un étage, encore une nouvelle... Qu'est-ce que ça change? Ça change évidemment dans la part du gâteau du budget de l'État, oui. Parce que la subvention de la fédération, elle reste très très modeste. Donc évidemment, ça change aux autres sports. Dans les droits et les devoirs que la fédération doit par rapport au service public du développement. Mais obtenir la délégation est encore une nouvelle étape
que les dirigeants de la fédération doivent passer. Pour l'instant, on est au 2e étage, bien que cela a fait jaser. Car il y a, dans la définition sémantique du sport, il y a le mouvement. Un mouvement. Et il n'y a pas de mouvement chez nous, parce que c'est ridicule de dire qu'il y a mouvement simplement en touchant une pièce. Dans plusieurs pays dans le monde, le jeu d'échecs est considéré comme un sport, mais dans d'autres, il est considéré comme un loisir, ou alors dans le monde associatif, ou voire culturel. Dans le monde russe, il est sport. Ouais. Je pense que dans beaucoup de pays de l'Est, il doit être considéré comme sport. Oui, et beaucoup de pays occidentaux, comme en Allemagne. En Allemagne, il est considéré comme sport. Ou aux Pays-Bas. D'accord. Voilà. Donc il y a des phénomènes qui sont pas aux États-Unis, mais il y a donc des phénomènes qui sont dus à l'histoire de chaque pays et aux relations qui existent entre les fédérations nationales et leur comité olympique ou leur ministère des Sports. Dans les pays de l'Est et dans le pays où je suis né, le sport, bien sûr, échiquéen existe depuis tout le temps, d'une façon constitutionnelle, ce qui permet aux maîtres d'échecs d'être considérés comme des médaillés d'autres disciplines, ce qui permet aux municipalités ou aux collectivités locales de financer des entraîneurs comme on finance des entraîneurs de football ou de volley. Donc le fait, toi, d'un point de vue purement personnel, ton objectif, ce serait d'obtenir cette fameuse délégation afin de développer encore plus les échecs, donc d'obtenir des subventions, d'avoir plus d'entraîneurs, etc. Ouais. D'accord. J'aimerais savoir, donc, on en a un peu parlé, mais j'aimerais revenir dessus, comment se prépare un joueur d'échecs avant une partie et à quel point l'aspect psychologique est important, en fait. Alors, pour un joueur professionnel, la préparation est capitale aujourd'hui. Il se prépare seul ou il se prépare avec un entraîneur, ça dépend son niveau et la formation du tournoi. Chessbase aujourd'hui joue un rôle considérable et je dirais que la préparation aujourd'hui à 80% est dans la révision de son propre répertoire et quel que soit le niveau, à partir disons de 2000 élos, fort amateur, jusqu'au niveau mondial, eh bien c'est Chessbase. C'est imparable. C'est impressionnant dans les compétitions telles le championnat d'Europe des jeunes, le championnat du monde des jeunes, comment la part de Chessbase est omniprésente. Ils sont tous sur leur ordinateur? Tous, ouais. Ça me désole d'ailleurs un peu, parce que j'ai été entraîneur de l'équipe de Monaco avec 8 jeunes il y a 1 an et demi au championnat d'Europe en Géorgie. Et j'étais le seul entraîneur à ne pas préparer mes jeunes avec Chessbase, et je pense que j'ai obtenu les meilleurs résultats. Parce qu'on est allé un peu dans un sens trop mathématique. Avec les jeunes, on cherche le résultat de la partie à tout prix. Et donc, au lieu de mettre l'accent sur la compréhension, il y a cette tendance à chercher de gagner à court terme la partie du jour par rapport à l'adversaire, par rapport à son répertoire. Il y a cette priorité-là qui malheureusement est majoritaire par rapport à la progression fondamentale, le fond et la connaissance à long terme. C'est un peu le fond, la forme. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, si on vulgarise, donc on privilégie le par cœur à la compréhension de fond qui certes est plus longue à acquérir, mais qui est fondamentale lors d'une partie. Du style, l'entraîneur va lui dire, écoute, aujourd'hui, tu vas jouer contre Popov. Popov joue ça, tu vas dévier, et aujourd'hui tu vas faire ça. Ah bon, et l'élève écoute, moi l'entraîneur dit, écoute, regarde dans la base, il joue ça, il faut pas jouer ça parce qu'il a eu un bon résultat. Là, tu vas jouer ça aujourd'hui. Et l'élève écoute, et alors il applique la recette du jour. Je ne veux pas dire que cette méthode est désolante, pour autant, elle n'est pas désolante parce qu'elle fait progresser. Et au fur et à mesure des rondes et de cet état d'esprit, on acquiert, on progresse. Il faut simplement avoir conscience
que ce n'est pas tout. Moi, je considère que ChessBase et l'outil des nouvelles technologies doit rester un outil de vérification de la pensée humaine pour gagner du temps. Mais je pense que 80% doit être le raisonnement dans la préparation et de temps en temps on demande au moteur de recherche tactiquement qu'est-ce qu'il en pense. Parce que l'humain n'est pas capable à un moment donné de dire ok, il y a maintenant 9 coups, ah on a oublié ça, c'est impossible. Alors des fois on demande à l'ordi, hey, il y a peut-être quelque chose de tactique. Ah oui, on lui demande. Mais il doit rester à côté. Voilà. Alors certains entraîneurs considèrent qu'il ne doit pas rester à côté, qu'il doit rester fondamentalement au centre. D'accord. Donc, comment dire, c'est le par cœur contre la créativité un petit peu. Oui, un petit peu, pour schématiser. Je veux dire, un joueur qui va se préparer sur ChessBase vraiment de manière très rigoureuse et qui s'était donc dit, ok, mon adversaire va jouer comme ça, et qui voit finalement que son adversaire, lui, a privilégié cette compréhension qui lui permet donc de donner une sorte de créativité à son jeu et donc de dévier ses formules habituelles. Le joueur qui a appris, entre guillemets, par cœur les formules en face va être perturbé, forcément. Oui. Et donc, ce sera à lui de s'adapter. Oui. D'accord. J'avais une question qui s'écarte un petit peu des échecs. On assimile souvent dans la culture populaire les joueurs d'échecs à la folie, à la timidité, voire même à l'autisme. Je pense ici au film Le Prodige, qui retrace l'incroyable parcours donc, du joueur d'échecs américain Bobby Fischer. Le prodige américain des échecs Bobby Fischer est devenu le plus jeune champion de l'histoire de ce jeu. Quel est ton prochain défi? Je veux affronter les Russes. Ce sont les meilleurs au monde et je vais tous les battre. Ou encore à la nouvelle Le joueur d'échecs de Stefan Zweig. De ce fait, comme ça fait longtemps donc, que vous êtes dans les échecs, j'aimerais savoir si ces caractéristiques sont des mythes ou une réalité chez les joueurs. Non, c'est une réalité, mais elle est ultra minoritaire. Mais bien sûr, au niveau médiatique, c'est intéressant d'en parler. Savant. Le savant fou, ou même la vie privée de tous ces génies, Picasso y compris, de tous ces génies des mathématiques, des sciences, lorsque l'on fouille leur comportement dans la vie privée, il y a des compensations qui sont pas toujours glorieuses dans la vie privée, dans la vie intime, etc. Il y a quelque chose il y a une compensation qui se fait quelque part. Mais je dirais que ces génies out of limite, complètement minoritaires, ou voilà, c'est en pourcentage très très faible. Lorsque je regarde aujourd'hui les meilleurs joueurs français, le top 10 français, nous avons une génération exceptionnelle de jeunes hommes aujourd'hui, de jeunes femmes, bien sûr, l'équipe de France féminine, qui sont franchement bien dans leur peau, qui ont un comportement éthique exemplaire, qui donnent envie aux jeunes générations de pratiquer à haut niveau, qui sont souvent des pères de famille complètement équilibrés, etc. Bon, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de divorces, je dois l'avouer, mais cela, ça peut s'expliquer. Hein. Bon, mais je dois dire qu'il n'y a pas, par exemple, dans les échecs français, de cas similaires à un terrain à faire un film sur la folie. Ah, Bobby Fischer, quoi. Il n'y en a pas. Franchement, il n'y en a pas. Et il n'y en a pas eu, à ma connaissance, ces 30 dernières années. On assiste à une sorte de banalisation des grands champions d'échecs qui doivent faire vendre, en fait. Hier, par exemple, je me suis rendu sur le site de Carlsen et j'ai vu que, voilà, on est tombé sur... il doit avoir une belle image, il doit... quand on l'interviewe, il doit être présent, répondre de manière naturelle, etc. I think I started playing with my father when we were skiing or hiking somewhere, so we would play some blindfold games. Je sais pas si c'était comme ça avant. En fait. Non, c'est nouveau. C'est nouveau. C'est nouveau. Aujourd'hui, je dois dire que c'est Carlsen qui donne le premier son de la musique. Aujourd'hui, notre grand champion Maxime Vachier-Lagrave, également un partenaire avec des droits et des devoirs. Et effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'existait pas du temps de Karpov et Kasparov. Kasparov a un petit peu commencé,
Mais on est dans une nouvelle période maintenant où on est à la recherche de financement. On est dans une phase où il faut de l'argent pour créer des événements. Donc évidemment, avoir de la visibilité. Donc les joueurs doivent se prêter au jeu des questions-réponses, de la médiatisation. On rentre dans une phase qui s'apparente au tennis, au golf et tout simplement aux autres sports. Aux autres sports, on assiste en fait à la modernisation pure et dure des échecs. Vous dites, jamais je n'arriverai à aller au bout de ce mystère. Ça fait plus de 1000 ans qu'on n'a pas résolu le mystère du jeu d'échecs. Mais quel mystère? Le mystère simplement de la résolution du meilleur jeu, du jeu optimal possible, comme par exemple les dames ont été résolues. D'accord. J'aimerais donc aussi connaître ton point de vue sur la scène internationale, puisque tu connais pas mal de grands champions. Est-ce que tu penses aujourd'hui, donc tu en as parlé, qu'un Maxime Vachier-Lagrave peut sincèrement prétendre à détrôner Magnus Carlsen? Je le pense. Maxime a un talent de folie, une volonté. Il a une équipe maintenant de grands maîtres qui travaillent et qui s'entraînent avec lui. Et il a aussi un sponsor. Donc aujourd'hui, il a toutes les conditions, et il a l'âge avec lui. Il a toutes les conditions pour qu'en 2018, il se qualifie. Il doit d'abord se qualifier au tournoi des candidats pour affronter le dieu actuel des échecs de la planète Terre. Je le pense. C'est marrant puisque tu as fait donc le parallèle avec le tennis. Je sais par exemple qu'au tennis, les grands champions de tennis s'entourent d'une équipe de plus en plus vaste, avec un psychologue, un kiné, un préparateur physique, etc. Et aux échecs, ce que tu m'as dit, c'est à peu près pareil, c'est la professionnalisation du sport, dans le sens où Maxime Vachier-Lagrave va s'entourer de plusieurs grands maîtres, de sponsors, se construire une base solide pour vraiment avancer et avoir sa route et être vraiment dans les échecs. Alors c'est effectivement la tendance depuis maintenant 3-4 ans, pas plus. À l'époque, c'était, pas bien organisé, mais ça existait. À l'époque soviétique, c'était évidemment connu que Spassky, par exemple dans le match du siècle en 72, il avait plusieurs grands maîtres soviétiques payés par le gouvernement pour analyser les ouvertures, faire des innovations qui travaillaient avec lui. Il avait un psychologue, il avait un diététicien. Donc tout cela existait quand même. C'était très innovant pour l'époque. Oui, mais c'était le seul cas. Et à l'Ouest, il y a eu quelques bricolages par-ci par-là. Mais maintenant, pour le plus haut niveau mondial, Carlsen le fait d'une façon systématique. Maxime est, je pense aussi maintenant, dans le top 10, pratiquement dans le top 10 mondial. Chacun a son organisation, son écurie. D'accord. Et toujours pour continuer ce parallèle tennis-échec, est-ce qu'il y a des grands chelems en échec ou comment est-ce que fonctionnent les grandes compétitions internationales? Il y a le championnat du monde individuel qui donne le titre et puis après il y a les grands prix. Donc ça c'est au niveau. Et puis les tournois traditionnels où les joueurs sont invités pour relever le niveau, pour médiatiser. Donc à mon sens, il y a beaucoup trop d'événements mondiaux et c'est très difficile à tout suivre. Tellement il y en a. C'est-à-dire que c'est rare que les plus grands de la planète échec soient vraiment réunis du fait de cette multiplication des tournois. Ils sont réunis par les grands prix, mais je reste un peu nostalgique de l'époque où les deux champions s'affrontaient en passant toutes les éliminatoires avec des matchs qui duraient 1 mois et qui permettaient un dialogue, un combat. Et je pense que c'était mieux dans la médiatisation pour rendre le jeu d'échecs tellement plus haut. Et voilà. Maintenant, on est dans une formule sportive. Avant, on était dans une formule un peu élégante ou mystique. Mais tout le monde se souvient de Karpov-Kasparov. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens savent que l'Indien Anand a été champion du monde pendant 2 ans? Carlsen, on en parle, mais ses prédécesseurs, on n'en parle pas. Donc, après, Carlsen est vraiment exceptionnel. Exceptionnel aujourd'hui dans la com. Du fait de sa communication, de son âge, du fait qu'il ait multiplié les titres. D'accord. Okay. Et enfin, donc, pour finir, que penses-tu du retour de Kasparov au tournoi de Saint-Louis en Amérique? Est-ce que c'est une bonne chose pour les échecs? C'est une excellente chose, bien sûr. Cependant, il faut relativiser. Parce que Gary ne va pas jouer des parties lentes. C'est une cadence rapide et blitz. Et donc,
Bon, je dirais c'est plutôt une démonstration. Ce n'est pas une véritable compétition. Mais le retour de Gary fait depuis 15 jours les unes de toutes les médias du monde entier et en France aussi. Alors ça fait parler tout cela. Mais je pense que quand même tout cela va retomber car il faut relativiser. Ce n'est pas le retour de Gary sur la scène des grandes parties lentes. D'ailleurs, je pense que Gary aurait du mal aujourd'hui dans les parties lentes à gagner des tournois au milieu des numéros 20 mondiaux. Par contre, en cadence plus rapide, il peut chatouiller et il peut finir au milieu du classement parmi les top 10 en échec rapide. Bon, c'est un géant, c'est un dieu, c'est un génie. Gary est le meilleur joueur d'échecs de l'histoire. Et évidemment, il fait du bien aux échecs. Cependant, il ne faudrait pas que les articles ricanent sur ce fait-là, parce que ce n'est pas la véritable compétition. Oui, mais le grand public ne voit pas la différence. Il a été, enfin, comment dire, on le mystifie un peu dans le sens où ça fait donc très longtemps qu'il n'a pas joué à ce niveau-là et ses adversaires n'ont pas pu regarder ses parties passées puisqu'elles n'ont plus aucun rapport avec ce qui se passe. Donc les gens, ils croient vraiment à sa performance et pensent que voilà. On peut peut-être parler d'un coup de communication, je sais pas, mais donc c'est plutôt une bonne chose que c'est une excellente Kasparov revienne. Je connais le manager de Garry Kasparov qui, entre parenthèses, a pris la nationalité croate et qui habite aussi à côté de Split dans une maison qu'il a depuis 20 ans. Et j'ai mon ami, le grand maître Zlatko Klaric. Il dit Garry Kasparov reviendra aux échecs lorsque, dans sa tête, il sera satisfait d'être numéro 10 mondial. C'est-à-dire, en fait, quand on a été numéro 1, c'est pas facile la dépression. D'accepter avec l'âge, ça serait tout à son honneur de revenir et d'être numéro 10. Ça serait déjà exceptionnel. C'est déjà exceptionnel, oui. Voilà. Mais c'est difficile pour lui d'accepter ce statut de numéro 10. Quant à Anatoly Karpov, qui a beaucoup moins d'ego, il a un autre ego, mais pas aussi démesuré que Garry Kasparov. Karpov, il est né en 51, bon, donc il a 15 ans de différence avec... Mais il joue, et il joue très très bien, mais il est numéro 100 sur la liste, mais c'est une légende, voilà, il n'a pas arrêté de jouer. Et ces gens-là, est-ce que tu as eu l'occasion de leur parler, de les côtoyer un petit peu? J'ai eu cette chance. Comment est-ce qu'ils sont? C'est une question un peu banale, mais comment est-ce qu'ils se comportent dans la vraie vie? Ils sont ouverts parce que c'est quand même des gens, on l'a dit, qui ont touché le sommet et qui devaient être totalement omnibulés par les échecs, quoi. Garry Kasparov s'intéresse beaucoup à la politique et au sujet de société. Lorsque l'on est avec lui, tout va très vite. On ressent des ondes, un magnétisme. Il a dans les yeux, dans le regard, quelque chose d'impressionnant et de déstabilisant. Il y a des ondes, voilà. Il a autour de lui une auréole qui impressionne vraiment tout le monde. Et il est très vif, et il est très rapide. Il parle plusieurs langues, et il sait tout sur tout. Anatoly Karpov, à côté, c'est un nounours. Toujours souriant, jamais pressé. Il écoute plutôt qu'il ne s'exprime. Il est plaisant, et c'est un bonheur pour un organisateur d'avoir Anatoly Karpov. Il est toujours politiquement correct. Garry, lui, le génie, il est capable d'envoyer une autre flèche, et évidemment sur des sujets où il s'emporte. Des sujets sensibles, évidemment. Mais de l'autre côté, voilà, il y a 10 fois plus de caméras lorsque arrive Garry Kasparov. D'accord. Merci beaucoup, Damir. Avec plaisir.